Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo et une nouvelle explication sur votre chaîne préférée Simo Pratique. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant et je dirais même crucial. On va parler d'un ordinateur de bureau, le HP ProDesk 600 G1. Alors, dans son état actuel, cet ordinateur ne fonctionne pas du tout. Pas une seule lumière LED ne s'allume sur sa façade. Ça commence mal, n'est-ce pas? Réfléchissons un peu. Des problèmes comme cela nous font souvent penser à une défaillance de l'alimentation. Et oui, car s'il n'y a aucun signe d'alimentation, cela semble logique. Mais attention, ne tirons pas de conclusions hâtives. Il est essentiel de s'assurer que l'alimentation fonctionne bel et bien. Voyons voir ça ensemble. Tout d'abord, je débranche les connexions entre la carte mère et l'alimentation. Ensuite, je cherche le fameux fil vert. Ah oui, ce fil, il est toujours unique, vers quel que soit le type d'alimentation. Maintenant, petite astuce, je vais créer un contact entre ce fil vert et le boîtier métallique. Et si tout se passe bien, et voilà. Le ventilateur de l'alimentation devrait se mettre à tourner. Oh, regardez ça, il tourne normalement. Cela veut dire que l'alimentation fonctionne correctement. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas avec cet ordinateur? Bon, il y a plusieurs raisons possibles. Certaines simples, d'autres un peu plus compliquées. Prenons un exemple. Ça pourrait être simplement le bouton d'alimentation, aussi appelé interrupteur. Ah, mais comment être sûr que ce fameux bouton fonctionne? Eh bien, voici une méthode simple. On commence par retirer la petite pile, également appelée pile CMOS. Ensuite, on appuie plusieurs fois sur un petit bouton jaune situé ici pour décharger complètement la carte mère. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Facile. Je remets les connecteurs d'alimentation à leur place et je branche l'ordinateur. Et là, surprise, il devrait démarrer tout seul, sans qu'on ait besoin d'appuyer sur le bouton d'alimentation. Oh! Mais si ça ne fonctionne pas, alors on a affaire à un problème plus sérieux. Dans ce cas, il faudra aller plus loin et examiner la carte mère. Continuons. Quand on parle de carte mère pour un ordinateur de bureau, elle n'est pas très différente de celle d'un ordinateur portable en termes de maintenance. Première chose à vérifier, la tension de 5 volts sur le fil vert. Ah, elle est bien présente. Et qu'en est-il de la tension de 12 volts? Regardons le fil violet. Parfait aussi. Les deux tensions sont là. Cependant, il y a un circuit suspect ici, celui qui divise la tension de 12 volts en 3,3 volts et 5 volts. Et ce petit IC, ah oui, celui-là, il est responsable de cette opération. Voyons voir. Lors de la mesure des condensateurs, on constate qu'ils sont bien chargés. Mais curieusement, les tensions de 3,3 volts et 5 volts sont absentes. Habituellement, quand cet IC est défectueux, il peut chauffer, mais là, rien. Logiquement, il ne semble pas y avoir de court-circuit dans ce circuit, car sinon la tension de 12 volts serait totalement absente. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de schéma pour cette carte mère. Cela aurait été d'une grande aide pour identifier la cause exacte du problème. Mais bon, avec un peu d'expérience, on peut quand même avancer. Si ce circuit était en bon état, une petite LED verte ici devrait s'allumer. Mais là, rien du tout. Cela confirme nos soupçons. Ce circuit d'alimentation semble endommagé. Et pour être sûr à 100%, je vais faire une petite expérience. Accrochez-vous bien. Je vais alimenter les deux bobines directement avec une source externe. 5 volts pour l'une et 3,3 volts pour l'autre. Ah, regardez ça. La LED s'allume enfin. Cela signifie que la carte mère n'a pas de court-circuit qui empêche le circuit de fonctionner. Intéressant. Le problème vient donc probablement de cet IC spécifique. Mais voici le hic. Je n'ai pas le numéro exact pour le remplacer. D'habitude, je m'appuie sur le schéma pour cela. Mais, comme je vous l'ai dit, pas de chance cette fois. Pas de panique, je vais continuer mes recherches pour trouver la référence exacte de cet IC. Et bien sûr, je partagerai avec vous un lien pour l'acheter sur AliExpress. Mes amis, découvrons ensemble la suite de cette aventure technique fascinante. Regardez ici. Voici la carte mère, et là, cet IC problématique. Après avoir injecté des tensions externes de 5 volts et 3,3 volts, le voyant stand-by s'est allumé,
confirmant que le souci vient bien de ce composant. Regardez bien. Voici le numéro inscrit sur l'IC. Ici, j'ai dû prendre l'IC d'une carte mère similaire, bien que je n'ai pas encore obtenu le modèle exact de l'IC. Voyons maintenant si cela va fonctionner, sachant que son numéro est différent. Maintenant, passons à l'étape suivante. Retirer cet IC défectueux de la carte mère. Ah, petite astuce. Cette petite étoile sur la carte mère, là, indique la broche numéro 1 de l'IC. Je vais maintenant chauffer l'IC pour le retirer délicatement. Maintenant, je vais le remplacer par un autre IC. Eh bien, oui, le numéro peut légèrement différer, mais nous allons découvrir ensemble si cela fonctionne. Je place l'IC sur son emplacement. Un petit coup de chaleur, et hop, il prend sa place tout seul, sans même que j'ai besoin de le presser. Ah, parfait. Passons maintenant au test ultime, remettre la carte mère à sa place et voir ce qui se passe. Première observation. Oh, regardez ça. Le voyant stand-by s'allume immédiatement. C'est déjà une très bonne nouvelle. Ensuite, le moment de vérité. L'ordinateur démarre correctement et voilà. Le système d'exploitation s'affiche sans problème. Ah, quelle satisfaction. Un autre problème résolu avec succès. Si vous travaillez souvent avec des fichiers PDF et que vous souhaitez, par exemple, envoyer un fichier à quelqu'un tout en y apportant quelques modifications, comme ajuster une image, modifier des annotations, compresser la taille du fichier ou même protéger ce fichier avec un mot de passe, cela peut être fait facilement grâce au logiciel Minitool PDF Editor. Ce logiciel vous permet de réaliser ces tâches avec quelques clics seulement. Voici l'interface du programme, qui est simple et facile à utiliser. Vous trouverez ici des outils rapides fréquemment utilisés, tels que la modification des fichiers PDF, la conversion d'un PDF en fichier Word, la conversion en image et bien d'autres encore. En haut, vous avez également des options importantes, comme l'option « Protéger » qui permet de sécuriser un fichier PDF. Vous pouvez créer un nouveau fichier simplement à partir d'une image, d'un formulaire ou d'un fichier scanné, ou encore l'ouvrir directement. De plus, vous pouvez utiliser les paramètres des outils rapides. Vous pouvez également ouvrir et éditer un fichier PDF en particulier. Par exemple, vous pouvez modifier le texte d'un fichier PDF en le déplaçant. Vous pouvez aussi manipuler un logo, le déplacer, l'agrandir ou le réduire, voire le supprimer. Pour insérer un texte, cliquez sur « Insertion de texte », puis écrivez directement dans le fichier. Vous pouvez bien sûr modifier la taille, déplacer le texte ou encore effectuer des modifications directement sur le texte existant. De nombreuses autres fonctionnalités sont également disponibles, comme la conversion de PDF. En choisissant cette option, vous pouvez convertir un fichier PDF en plusieurs formats, comme Word, Excel, PowerPoint, Images, HTML et bien d'autres. Il suffit de sélectionner « Démarrer » et le programme commencera le processus de conversion. Pour protéger un fichier, vous pouvez choisir l'option « Protéger » qui vous permet de chiffrer le fichier ou d'ajouter un mot de passe. Il vous suffit d'entrer le mot de passe, de confirmer, et votre fichier sera protégé. Une des options les plus utilisées est la conversion de PDF en images. Si votre fichier PDF contient plusieurs images, vous pouvez les extraire facilement. Vous sélectionnez ici le nombre d'images à extraire, le format, PNG, JPEG, etc. Puis cliquez sur « Exporter ». Vous obtiendrez ainsi les images dans un ordre bien organisé de la première à la dernière. Vous pouvez également compresser un fichier PDF pour réduire sa taille. Il vous suffit de choisir le niveau de compression souhaité, bas, moyen, élevé ou personnalisé, puis de cliquer sur « Démarrer ». Vous verrez alors que la taille du fichier est considérablement réduite. Le programme offre de nombreuses autres fonctionnalités. Si vous souhaitez un tutoriel plus détaillé, faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci pour votre suivi et à bientôt pour une nouvelle explication.